Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, le pendule pesant est constitué d'une barre homogène AB de masse M est égale à 0,203 kg, de longueur AB est égale à 1,5 m, elle est égale à petit l, susceptible de tourner dans un plan vertical autour d'un axe delta, fixe passant par A. On donne le moment d'inertie J delta est égal à 1 tiers ml carré. On donne pour les petites oscillations sinus θ est égal à θ. Et on écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un petit angle θm dans le sens positif et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. On prend comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur la position d'équilibre θ égale à 0. On donne la représentation de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ ci-dessous. On néglige tout frottement et on prend G est égal à 9,81 mètres secondes moins 2. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ. Pour répondre à la question, on va utiliser tout simplement la relation fondamentale de la dynamique appliquée à la barre, qui nous dit que la somme des moments par rapport à l'axe delta, elle est de toutes les forces appliquées, elle est égale à J delta fois θ seconde. Alors, quelles sont ces forces appliquées? Bien, nous avons le poids que l'on représente à partir du point G et nous avons la réaction de l'axe de rotation delta que l'on représente à partir de A. Donc, le moment par rapport à l'axe delta de P plus le moment par rapport à l'axe delta de R est égal à J delta fois θ seconde. Là, c'est seconde. OK. Alors, pour le moment par rapport à l'axe delta de R, eh bien, c'est 0, car R coupe l'axe delta. Coupe l'axe delta. Il ne faut pas oublier que l'axe delta, c'est un axe qui passe par le point A et qui est perpendiculaire au plan de la figure. Il vient vers nous. On ne peut pas le voir ici. On l'a représenté juste par un point. De même, le moment par rapport à l'axe delta de P, eh bien, ce moment-là, il n'est pas nul. Et ce moment-là, il est négatif parce que P, elle a tendance à faire tourner la barre. Si je tire dans le même sens que P, eh bien, ça va provoquer une rotation dans le sens opposé au sens positif. Donc, ça va être moins P fois une distance D, c'est-à-dire moins mg fois une distance D. Bien, cette distance, c'est justement la distance qui sépare la droite d'action de P, ça, ce que j'ai représenté en pointillé, c'est la droite d'action de P, et l'axe de rotation. L'axe de rotation, elle est là, la droite d'action, elle est là. La distance qui sépare la droite d'action et l'axe de rotation, c'est justement D qu'on cherche à exprimer. D qui est là. Et l'angle que l'on a ici, θ, on va le retrouver ici. Et par suite, D, c'est l'opposé de θ. D, c'est l'opposé de θ. Bon, un petit brouillon à côté, sinus de θ, eh bien, c'est D sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, comme vous pouvez le voir, c'est AG. C'est donc AG. Et donc, D, il est égal à AG sinus θ. Vu le fait que AG, la barre est homogène, donc AG, elle est égale à L sur 2. G se trouve au milieu, donc c'est L sur 2. AG, c'est L sur 2.
Et vu que les oscillations sont petites, eh bien, sinus θ, je peux le remplacer par θ, d'où le moment du poids par rapport à l'axe delta, bien c'est donc moins mg fois d, et d c'est L sur 2 fois θ. On remplace donc dans cette équation qu'on appelle étoile, donc l'équation étoile devient le moment, ou plutôt directement celui-là, hein, l'équation étoile, j'enlève ça, ok. Donc, l'équation étoile, c'est celle-là, je remplace dans cette équation. Donc, le moment de P par rapport à l'axe delta, on le remplace par moins mg L sur 2 fois θ. Le moment de R, c'est 0, on ne va même pas l'écrire, et tout ça, il est égal à J delta. J delta fois θ seconde, J delta, elle est là, c'est 1 tiers m L au carré fois θ seconde. Les termes qui se répètent des deux côtés, on les enlève. Donc, vous avez M, vous avez L, et donc, qu'est-ce qui nous reste? On fait passer tous les termes du même côté, ça devient L sur 3 fois θ seconde, plus G sur 2 fois θ est égal à 0. Et donc, on va tout multiplier par 3 sur L. Comme ça, on obtient l'équation ultime, θ seconde plus 3G sur 2L fois θ est égal à 0. Et c'est en fait l'équation différentielle recherchée. La question 2. Sachant que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme θ est égal à θm cosinus 2π sur t0 fois t plus phi, établir l'expression de t0. Alors, calcul très classique. On n'a qu'à considérer l'égalité qu'on nous a donnée, θ est égal à θm cosinus 2π sur t0 fois t plus une phase phi. On dérive une première fois, θ point est égal à moins 2π sur t0 fois θm fois sinus 2π sur t0 fois t plus une phase phi. On dérive une seconde fois, θ seconde est égal à moins 2π sur t0, cette fois-ci, c'est au carré, fois θm. Alors le sinus, il va devenir cosinus 2π sur t0 fois t plus une phase phi. Et donc, cette quantité-là, ce n'est autre que θ. Et donc, finalement, θ seconde, elle est égale à moins 2π sur t0 au carré fois θ. Alors, on reprend l'équation différentielle, θ seconde plus 3g sur 2l fois θ est égal à 0. Alors, θ seconde, on va la remplacer par son expression, moins 2π sur t0 au carré fois θ, plus 3g sur 2l fois θ est égal à 0. Donc, θ, facteur de moins 2π sur t0 au carré plus 3g sur 2l est égal à 0. Cela implique que θ, que moins 2π, cela implique que ce qui est entre parenthèses là,
elle est égale à 0. C'est-à-dire que moins 2pi sur T0 au carré est égal à moins 3G sur 2L. Donc, si j'enlève les signes moins et le carré, ça va nous donner 2pi sur T0 est égal à 3G sur 2L en racine carrée. D'où T0 est égal à 2pi racine carrée de 2L sur 3G. Donc que l'on va encadrer. Alors, pour la suite, calculer la valeur de la longueur grand L du pendule simple synchrone avec le pendule pesant étudié en dehors de la période du pendule simple de longueur grand L. Faites attention là. Hein, pour le pendule simple, on a une longueur grand L et non pas petit l. Petit l, c'est pour le pendule pesant et grand L, c'est pour le pendule simple. Vous rectifiez sur le document source. Alors, je reprends, on donne la période propre du pendule simple de longueur grand L et non pas petit l et de masse petit m. T0 simple, elle est égale à 2pi racine carrée de L sur G et on demande de calculer à quoi est égale donc cette valeur L pour qu'on puisse avoir deux pendules qui sont synchrones. Alors, on explique ça en détail. OK. Alors, troisièmement, pendule synchrone, ça veut dire tout simplement, deux pendules qui sont synchrones, ça veut dire tout simplement qu'ils ont la même période. Ça veut dire que le pendule simple synchrone avec le pendule pesant, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que T0 du pendule simple, elle est égale à T0 du pendule pesant. Et maintenant, on n'a qu'à remplacer par les expressions. T0 du simple, c'est 2pi racine carrée de grand L sur G. Il faut bien faire attention, c'est grand L. Et pour le pesant, on l'a trouvé, c'est 2pi racine carrée de 2 petit l, c'est petit l, sur 3G. Alors, on va simplifier par 2pi, on enlève les racines carrées, on simplifie par G, et donc ça nous laisse L est égal à 2 petit l sur 3. Donc 2, petit l c'est 1,5 sur 3, ça donne 1 mètre. Donc la longueur du pendule simple, il doit être égal à 1 mètre pour qu'on puisse avoir un pendule simple synchrone avec le pendule pesant. Pour la question suivante, on nous demande de donner la valeur de l'énergie mécanique. Hein? Donner la valeur de l'énergie mécanique du pendule. Bien, la valeur de l'énergie mécanique du pendule, c'est, nous allons exploiter ce graphe-là, c'est l'énergie potentielle de pesanteur maximale. L'énergie potentielle de pesanteur maximale, graphiquement, ça correspond à cette valeur. Une lecture simple du graphe donne donc une énergie mécanique qui est égale à l'énergie potentielle de pesanteur maximale, qui est égale à 22,5 millijoules. Question suivante. Trouvez la valeur absolue de la vitesse angulaire θ point du pendule au passage par la position repérée par l'abscisse angulaire θ est égale à 2 tiers de θm.
Alors, θm, elle est là, c'est la valeur maximale, hein, donc on ne peut pas dépasser. Hein. Donc, θm, elle est là, le 0, elle est là. Et donc là, je peux repérer ça, c'est θm sur 3, c'est 1/3 de θm. Et ce point-là, ça correspond aux 2/3 de θm. Et donc, on nous a demandé de trouver la valeur de la vitesse angulaire pour θ est égal à 2/3 de θm. Ça veut dire que 2/3 θm, ça correspond à une énergie potentielle de pesanteur que voici, c'est 10. Donc, pour la question 5, on a θ est égal à 2/3, θ est égal à 2/3 de θm, nous permet de dire que l'énergie potentielle de pesanteur correspondant, c'est en fait 10. 10 quoi? 10 millijoules. Alors, cette énergie potentielle, ça va nous permettre de trouver donc l'énergie cinétique correspondante. Parce que nous savons que l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, c'est donc l'énergie mécanique qu'on a calculée auparavant, 22,5 millijoules, moins 10 qu'on vient de déterminer graphiquement. Donc finalement, l'énergie cinétique, elle est égale à 12,5 millijoules. Mais ce n'est pas ça la question. En fait, la question, c'était de trouver θ point. Quelle est la relation entre la valeur qu'on vient de trouver et θ point? C'est que cette valeur qu'on vient de trouver n'est autre que 1/2 J delta θ point au carré. C'est-à-dire que 1/2 J delta, c'est 1/3 m L au carré θ point au carré est égal à donc la valeur 12,5 millijoules, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 exprimé en joules. Et si on cherche à trouver θ point, c'est juste un calcul, θ point, il est donc égal à 6 sur m fois L au carré fois la valeur 12,5 fois 10 puissance moins 3, et je prends la racine carrée de tout ça. On remplace par les valeurs. En remplaçant par les valeurs, on obtient donc ce résultat-là, 0,4 radians par seconde. La question 6. Établir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction des données. Alors, là, on a considéré une barre que voici, notre barre de départ, elle est là. Et donc, écarté d'un angle θ, que voici, l'axe OZ, il est donné, donc il est confondu avec le point G0. Donc O, il est là. Ce point-là, c'est ce qu'on va appeler le point H, le point A, pardon. Et ce point-là, c'est le point H. Et donc, finalement, Z, c'est cette distance que je retrouve ici. Et par suite, l'énergie potentielle de pesanteur, nous savons, d'après le cours, que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Et donc, reste à déterminer ce Z-là. Z, c'est en fait la distance H, ce point-là, le point H et G0. H, G0. Or, la distance H, G0, ce n'est autre que la distance AG0. Vous pouvez voir sur la figure AG0 moins AH. Alors, il ne faut pas oublier que AG0, c'est un rayon. C'est la même chose que AG. Donc, AG0, je peux le remplacer par AG. Et pour AH, eh bien, AH,
c'est le côté, c'est ce côté adjacent. Voilà. Donc AH, c'est ce côté adjacent. Donc un petit brouillon à côté, cosinus θ, il est égal à quoi? Il est égal à la distance AH sur L sur 2. Et donc AH, c'est L sur 2 cosinus θ. Donc AH, c'est L sur 2 cosinus θ. Et HG, c'est L sur 2. Donc, ça devient L sur 2 moins L sur 2 cosinus θ. Donc Z, c'est L sur 2, facteur de A, moins cosinus θ. Alors, une approximation qu'on nous a donnée, on nous a donné l'approximation qui consiste à dire que cosinus θ, pour les petites oscillations, c'est 1 moins θ au carré sur 2. Et donc, θ au carré sur 2, je fais passer le moins θ au carré sur 2 de l'autre côté, c'est-à-dire je le fais passer à gauche, et donc, et le cosinus, je le passe à droite. Donc, vous voyez que 1 moins cosinus θ, 1 moins cosinus θ, ce n'est autre que 1 moins cosinus θ, ce n'est autre que θ au carré sur 2 que je vais remplacer ici. Et ça devient Z, il est devenu donc égal à L sur 2 fois 1 moins cosinus θ que l'on va remplacer par θ au carré sur 2. Et donc c'est L sur 4 fois θ au carré. D'où l'énergie potentielle de pesanteur, il va donc être égal à M Gz, et Z, c'est L sur 4, θ au carré sur 2. Θ au carré, tout court. Voilà. Donc, on encadre ce résultat-là. Et ça va nous permettre de répondre à la question qui suit. La question 7, on nous demande, dans la question 7, d'en déduire la valeur de θm. On va dire que l'énergie potentielle de pesanteur maximale, elle est égale à mgl sur 4, θ maximale au carré. Et donc, θ maximale, c'est juste un calcul. Alors, ça nous donne, en remplaçant par les valeurs, ça nous donne donc θm est égal à 0,17 radians. La question 8, calculer θ lorsque l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle. Alors, nous avons donc l'énergie cinétique, elle est égale à l'énergie potentielle de pesanteur, d'une part, et d'autre part, nous avons l'énergie mécanique, elle est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc, l'énergie cinétique, puisqu'elle est égale à l'énergie potentielle de pesanteur, je vais la remplacer par EPP plus, donc, EPP. Donc, finalement, ce qu'on a obtenu, c'est que l'énergie mécanique, elle est donc égale à 2 fois l'énergie potentielle de pesanteur. Or, l'énergie mécanique, c'est quoi? Alors, l'énergie mécanique, c'est l'énergie, en fait, l'énergie potentielle de pesanteur maximale, qui est égale à 2 fois l'énergie potentielle de pesanteur. On va utiliser donc les expressions. L'énergie potentielle de pesanteur maximale, on l'a déjà trouvée, c'est mgl sur 4 fois θ au carré maximale est égal à 2 fois mgl sur 4 θ au carré. On voit bien que l'on peut simplifier par mgl sur 4, mgl sur 4, et ça nous laisse θ maximale au carré est égal à 2
θ au carré. Et donc, θ au carré est égal à θ maximal au carré sur 2, et par suite, θ, il est égal à plus ou moins θ maximal, là c'est un carré, θ maximal sur racine carrée de 2. Je rappelle que θ maximal, c'est ce qu'on a noté sur le graphe, c'est θm, c'est la même chose. θm, c'est θ maximal. OK. Donc, puisqu'on a déjà trouvé θ maximal, on calcule donc ça, θ est donc égal à plus ou moins θ maximal, c'était 17, 0,17, donc plus ou moins 0,17 sur racine carrée de 2. Alors ça donne 0,12. Donc θ est égal à plus ou moins 0,12 radians. Voilà donc la réponse à cette question. Alors, pour la dernière question, en utilisant les variations, en utilisant la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, calculer le travail du poids. Un résultat que l'on doit parfaitement connaître, c'est que le travail du poids, c'est moins la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Et la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est donc l'énergie potentielle de pesanteur à l'état final, moins l'énergie potentielle de pesanteur à l'état initial. L'énergie potentielle de pesanteur à l'état final, puisqu'on a déjà établi l'expression de EPP, c'est donc mg L sur 4 fois θ final au carré, moins mg L sur 4 fois θ initial au carré. Alors, dans la question, on nous demande de calculer le travail entre les positions θ égale à 0 et θ est égal à θ maximal. Entre θ est égal à 0 jusqu'à θ est égal à θ maximal. Donc, en fait, ça, c'est l'état initial. Et ça, c'est l'état final. Donc, initial, c'est 0. Donc, tout ce terme va disparaître. Et final, c'est moins mgl sur 4. θ final au carré, ce n'est autre que θ maximal au carré. Or, cette quantité-là, on l'a déjà trouvée, on la connaît, c'est l'énergie potentielle de pesanteur maximale, précédée de ce signe moins. Donc, ce qui va nous donner comme résultat pour le travail du poids, moins 22,5 millijoules comme résultat final. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.